Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bienvenue dans l'émission Doc Mayou et José. Doc Mayou, bon matin. Mes salutations, Madame José Arsenault. Oui, aujourd'hui, nous avons un sujet qui va bien avec la température, je dirais. Ah oui? Un sujet sombre. Dites-vous. Oui, mais qui peut amener de la lumière. Ou encore faire la lumière sur certains comportements. Oh, vous êtes en grande forme. Tout à fait, alors sachez-le. Non, c'est en lisant ce matin, Patrick... Un homme averti en vaut deux. Oh que oui! En lisant Patrick Lagacé dans la presse plus, Oui. que ça, ce genre de sujet-là, ça vient toujours me chercher vraiment, là. Parce que lui, bon, il revient de vacances, écrit sa chronique, puis il parle de l'été qui était guéri. Et là, il dit, bon, j'ai plutôt une bonne nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. Il dit, vous souvenez-vous, il y a un an, à peu près, le 17 août 2016, un homme oubliait son enfant dans son char à Saint-Jérôme. L'enfant, un bébé, en était mort. Je pense qu'on peut pas l'oublier. Ça nous avait tous marqués. Hein? On en avait même fait un sujet d'émission à l'époque. Et bon, juste pour rappeler aux gens, la justice a évalué et finalement aucune accusation n'a été portée contre lui parce qu'on a dit que c'était un oubli et c'était pas de la négligence criminelle. Et même moi à l'époque, là, quand cette nouvelle-là est sortie, je me disais, mais comment il va faire pour passer à travers cette épreuve-là? Le père qui oublie son propre enfant dans l'auto, là, par sa faute, par son oubli, l'enfant est mort. Et en plus, là, c'est les chiffres qui parlent. Statistiquement parlant, moi, je m'attendais à ce qu'ils se séparent les mois suivants cet épisode-là, parce qu'on dit, selon les statistiques, selon votre expérience clinique à vous, c'est peut-être d'autres choses. Oui, que disent les stats? Mais après la mort d'un enfant ou après la maladie grave d'un enfant, 85% des couples se séparent. Bon. OK. Fait que moi, je me suis dit, puis encore là, on se mettait à la place de la femme, là. Comment tu fais pour passer par-dessus ça? Oui, mais attends un petit peu, va pas trop vite, là. Et le taux de séparation des couples est de quoi? 50%. 50%. Oui, c'est ça. Alors, il y a un 35% de plus suite à l'épreuve. Exactement. Et non pas 85% par rapport à zéro. Exactement. C'est 35% de plus. OK. C'est ça. OK. Mais c'est quand même 35, c'est 35. Oui, c'est beaucoup. 35% de plus de gagnants à l'auto, j'en achèterais plus. Là. Oui. Maintenant, c'est Simon qui s'appelle, et Patrick Lagacé est resté en contact avec lui. Simon avait dit à Patrick Lagacé à quel point il avait quand même, parce qu'il était très jugé, mais il y a aussi eu beaucoup de gens qui étaient empathiques à sa situation, puis qui envoyaient de nombreux messages d'appui. Maintenant, il l'a rencontré dans les derniers jours. Comment va-t-il, Simon? Et là, je cite Patrick Lagacé. Il dit « Le ciment de la reconstruction commence à se solidifier. Simon a recommencé à travailler avant de prendre un autre congé récemment, chose normale selon sa doc. Ces deux garçons, le grand et le deuxième, vont bien. La vie reprend son cours. Les rires reviennent dans le bon galop. » Il dit, en plus, ils sont encore ensemble, lui et sa conjointe, et ils attendent un bébé. Moi, je suis fascinée à quel point il y a des gens qui peuvent être résilients, on peut le dire comme ça, ou qui peuvent réussir à passer à travers des obstacles qui, pour certains, puissent paraître insurmontables. Ça me fascine. Tu sais, dans des circonstances, puis ça va être ça le sujet d'aujourd'hui, là. Ouais. Après avoir vécu une épreuve, bon, c'est sûr, ça sera pas toute une épreuve de même, ça doit être dur à battre, là, mais en même temps, une épreuve pour un puis une épreuve pour l'autre, c'est relatif aussi, tout dépendamment de notre personnalité. Mais après une épreuve, est-ce que vous êtes découvert plus fort que vous pensiez ou plus faible que vous pensiez? Oui. José, se connaître à travers les épreuves. Alors, ce qu'on sait, c'est que, selon Alex Layton, les gens équilibrés, et ça représente 19% de la population, les gens équilibrés essaient de bien se connaître. Connaître leurs forces, leurs faiblesses, leurs aptitudes. Et pour bien se connaître, évidemment, ça va être à travers les relations avec les autres et aussi suite aux épreuves que nous assumons. Que nous allons être capables de nous évaluer à notre juste mesure.
Oui. Parce que c'est pas parce que t'es grand gueule que t'es plus fort pour autant dans les épreuves, là. Non. Et combien de fois ai-je vu des personnes qui s'étaient surévaluées, que l'entourage avait surévalué, que l'entourage avait sous-évalué? Tout ça existe. Il y a un dicton qui dit « C'est à l'effort qu'on reconnaît l'effort ». Ça vient pas de moi. J'ai aucune idée qui a sorti ça. S'il y a des auditeurs qui sont capables de le trouver, qu'on nous le dise, mais j'ai l'impression que c'est un dicton qui remonte à pas mal loin. C'est à l'effort qu'on reconnaît l'effort. Donc, ça peut être aussi à travers les épreuves que nous découvrons des caractéristiques. Ouais. On sait, entre autres, que dans les temps de crise, on découvre des leaders qui s'ignoraient. Ça, c'est connu. Ça vient pas de moi non plus. Et il y a des leaders de temps de paix qui s'avèrent de méchants agrès en temps de crise. Agrès est synonyme de nuisance. Ah, vous avez sûrement déjà entendu ça, hein? Ah, le bon Dieu nous envoie les épreuves qu'on est capable de prendre. Ah non, les singeries, là. Alors ça, ce sont de vulgaires, c'est même pas... Écoute, ça fait partie du déni. Ou les là. épreuves rendent plus fort. C'est pas vrai, c'est pas tout le monde. Pas vrai C'est du pas tout le tout. monde. C'est faux. Alors, il y a beaucoup de rationalisation bidon que j'appelle des rationalisations de caniveaux. Les caniveaux étant les petites goutterelles là, dans lesquelles on vidait l'eau de vaisselle, l'urine et les moi, excréments. je pense que ces moyennant petites au juste bord de la phrases-là, rue. c'est Oui. vous pour qui c'est bien pratique. Pour l'entourage qui sait pas quoi dire. Fait que tu veux montrer... Sur culture, non, mais qui veut propager, qui pense être un support alors qu'ils sont des nuisances. Alors, il y a énormément d'êtres humains qui sont de vulgaires nuisances et, sous de belles expressions, essaient de témoigner d'un support alors qu'ils nuisent. Mais là-dessus, dans ce temps-là, c'est de la taisez-vous, méconnaissance, par contre. Je pense pas que c'est des nuisances, c'est des gens qui veulent dire un petit commentaire gentil pour soutenir l'autre. Là. Puis il y a des petites phrases plates que le monde aime bien, elle déteste beaucoup. Je parlais avec un collègue qui a vaincu 3 cancers. Okay? Oui. Puis lui, là, il haïssait ça, le monde qui disait « T'es donc bien courageux. » Il dit « C'est quoi le courage qu'il y a là-dedans? J'ai un cancer, puis je fais tout pour guérir. » Tu sais, c'est des petites phrases qui sont peut-être tannantes, mais en même temps, je peux comprendre les gens qui veulent dire un petit mot d'encouragement. Moi, non. Les décourageux vont sortir certaines phrases à des personnes qui ont plus de courage qu'eux. Mais, alors, tout ça existe. Oui. Et aujourd'hui, donc, on veut savoir... Maintenant, juste une chose. C'est que dans les épreuves, parfois, le temps est un allié. Dans tout ce qu'il y a de réaction de deuil, de perte objectale, c'est-à-dire de perte de quelque chose, d'un objet avec un O majuscule, signifiant quelque chose qui est important pour nous. Alors, dans les pertes objectales, le deuil de la perte, pour passer ou pour faire face au deuil, il est important de se rappeler, de ne pas oublier que le temps est un allié. Dans l'exposé que tu as fait tout à l'heure, 1 an plus tard, oui. Le temps, dans les cas dans la résolution de deuil, est un allié. Plus le temps passe, en général, moins ça fait mal, moins souvent, moins longtemps, moins sévèrement. Mais aujourd'hui, là, c'est peut-être mon côté fait-fille, je sais pas, mais moi, comme je vous dis, j'aime ça m'inspire des histoires comme ça. Puis d'entendre des gens qui ont réussi à passer à travers des grosses épreuves, ça te fait dire que, ben oui, c'est possible, que la vie continue. Moi, je me rappelle là, d'avoir eu en entrevue un homme qui est en voiture. Puis, bon, il était distrait, puis sa femme et son enfant sont décédés, lui, il a survécu. Une autre histoire... C'était dans le temps de l'hiver. C'était un homme qui était à l'extérieur. Sa femme, sa mère, sa fille étaient dans un auto. Accident, les 3 sont morts. Tu te dis, mais comment veux-tu passer à travers ça, là? Puis savez-vous quoi? Lui, il s'est remarié. La vie continue. C'est sûr qu'ils n'oublieront pas, là. Mais comment tu fais pour vivre ça, là? José, les êtres humains ne sont pas un groupe homogène. Il y a des différences énormes au niveau de la structure de personnalité entre les êtres humains. Et ça, la structure de personnalité, c'est héréditaire.
c'est dans vos gènes. C'est un cadeau que la nature vous a fait. Alors, vous ne vous êtes pas fabriqué fort. On vous a donné la nature, via votre génétique, vous a doté d'une force intérieure. Et pourtant, appelle dans la la même stamina. famille, Oui. il y en a qui l'ont, puis il y en a qui ne l'ont pas. Là. Ben les oui. gènes ne se sont pas propagés équitablement dans les membres d'une même famille. Voilà, c'est ce qui explique toutes les différences de caractère, de tempérament ou de personnalité, c'est synonyme, dans la même famille. Et il y a des différences importantes de force intérieure dans certaines lignées. Alors moi, je remarque que dans certaines familles, à peu près tout le monde est faible. Beaucoup de dépression, beaucoup de tentatives de suicide, plusieurs suicides réussis. Alors, il y a une partie de ça qui est génétiquement déterminée. Et vous avez sûrement déjà entendu parler de... C'est l'Association canadienne pour la santé mentale qui a publié ça. J'ai trouvé ça là-dessus. Mais c'est une échelle d'évaluation du stress de Holmes. Et selon, là, il donne des points, OK? Selon un événement. Puis exemple, si tu as plus que 2, 3, 4 événements que tu as vécu, ben tu as tant de chances de voir ton état de santé mentale affecté. Mais dans les événements vécus qui causent de plus de stress, là, on part à 100, c'est le décès du conjoint. Tu sais, pour donner un exemple, là. Mais là, on dit pas comment le décès. En plus, s'il s'est suicidé puis tu l'as trouvé, ça doit être quelque chose. Voilà, là. voilà. Bon. Maintenant, en deuxième position, Décès d'un enfant. c'est le divorce. Le décès d'un enfant. Il n'est pas là, le décès d'un enfant. Non, ben c'est le deuxième, oui. Ben, je le En tout mettrais cas, quasiment premier, moi, décès d'un enfant. En tout cas. Non, décès du conjoint, dans certaines circonstances, décès d'un enfant, ça peut être du même ordre. Mais allons-y. Ensuite, il y a le divorce, mais encore ça là, peut. Ça peut, parce qu'il y en a qui Ça se peut, mais disent pas bon nécessairement. débarras. Là. Oui, le divorce, c'est la perte. L'autre, ça doit être la perte d'un emploi. Est-ce que c'est ça? Il est plus loin. Après ça, on a peine de prison. Dépendamment des individus. Après ça, il y a le décès d'un J'étais proche. justement, écoute, je suis bien placé pour le dire, j'étais justement en prison à évaluer quelqu'un hier soir. Et lui, ça ne dérangeait pas? Non, je dirais pas ça. Mais écoute, les êtres humains ne sont pas un groupe homogène. Exact. Chacun a sa... Encore là, c'est un bon exemple, ça, d'obstacle que tu peux te reconstruire. Alors, perte d'emploi et faillite, c'est un stresseur important pour beaucoup de monde, pas pour tous. Oui, mais juste finir ce que je suis en train de dire par rapport à la prison. Tu sais, exemple, là, quelqu'un qui a eu une mauvaise passe dans sa jeunesse, fait un crime majeur, va en prison de nombreuses années dans sa tête de se dire c'est fini. Je pourrais plus me pogner de blonde, je pourrais plus trouver de job, je pourrais plus. Et il y en a qui, malgré tout, réussissent à se relever, là. Puis il y en a que pas en tout, qui restent... Se relever, ce qui arrive, c'est que la prison sied bien aux psychopathes. Alors, les criminels, d'habitude, vivent bien avec l'idée d'aller en prison. Beaucoup mieux que d'honnêtes citoyens. Et si un honnête citoyen est pris, incarcéré, souvent sont obligés de le surveiller parce qu'il y a beaucoup de tentatives de suicide. Et juste pour terminer rapidement, OK, parce qu'il y en a plein de points, là. Il y en a 43, là. Mais là, on était à peine de prison. Il y a décès d'un proche parent, dommages corporels, accident ou maladie. Le mariage est un gros facteur de stress. Après ça, il y a le congédiement. Il y a... La perte d'emploi, la faillite. Perte d'emploi et faillite vient avant le mariage, voyons. Je te dis en tout cas. Mais... Ça doit être pour les femmes qui ont tout à s'occuper du mariage, là. Bon, après ça... Oui, écoute. Des hommes stressés par le mariage. Les hommes stressés par la femme. Bon, oui. C'est peut-être ça. Après ça, il y a la mise à la retraite. Il y en a qui sont pas prêts. On rit. On va être sérieux. C'est que les données que tu énumères ont définitivement une différence de genre pour la plupart. C'est important. Les hommes et les femmes, les êtres humains ne sont pas un groupe homogène et les hommes et les femmes ne sont pas similaires, interchangeables, remplaçables. C'est pas vrai. Il y a des différences de genre. Et un mariage, j'ai eu aucun stress, là. Mais zéro stress. Ben voyons, sérieusement. c'est une joke, je m'en suis occupée au complet, puis c'était aucun stress. Ben voyons, allez prétendre que... Écoute, on compare le mariage à la maladie puis à la perte d'emploi ou une faillite. Quand on a vu les factures, qu'on a stressé, tu sais. Maintenant, prends la perte d'emploi et la faillite. Il y a des individus qui en sont à la troisième faillite. Ça ne dérange pas du tout, là. Oui. Mais j'ai vu ça. La première, elle doit être tannante, par exemple, à vivre. Pas nécessairement. Mais ça dépend pour qui. Elle peut être voulue. Mais c'est ça. Ça dépend pour qui. Ça, exactement. On va aller à la pause.
On veut vous entendre. Et ça serait bien intéressant, encore là, puis l'émission le permet, là, d'avoir des gens qui font acte d'humilité. D'appeler pour dire qu'on s'est découvert bien fort, là, c'est assez facile à dire. Mais d'appeler pour dire que finalement, on se pensait fort, puis on a eu bien de la misère à traverser une épreuve, ça peut être très instructif aussi. Oui. Alors, vous êtes les bienvenus. Est-ce que les épreuves vous ont fait vous découvrir une personnalité faible ou forte? Au plus faible, au plus forte que vous l'aviez cru. Exactement. Exact. Ou que votre entourage, les enfants, l'entourage, les amis. Oui, mais parlez de vous, là. C'est ça. Oui. C'est ça. Alors, vous pouvez communiquer avec nous via le 25226, via texto, sur la page Facebook, le Doc Mayou et José, sur les circuits téléphoniques sonnent à l'instant. Alors, n'hésitez pas à composer le numéro de téléphone et également par courriel. Rejoindre le Doc Mayou, doc@cogecomedia.com ou composer le 670-9311 au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Est-ce qu'une épreuve vous a fait découvrir votre vraie nature? J'ai envie de dire ça comme ça, c'est le mettre à sa plus simple expression, là, mais parce qu'il y a des gens qui se découvrent plus forts qu'ils le pensaient ou plus faibles qu'ils le pensaient. Puis il y a toutes sortes d'épreuves dans la vie. C'est incroyable. On a juste à ouvrir les journaux, regarder les nouvelles, puis on le voit, là. C'est ça. Puis juste sur la page Facebook, le Doc Mayou et José, les gens ont commencé ce matin. Oui. On a Brigitte, elle disait l'incendie de notre demeure 1 an après notre mariage. Elle dit, je souhaite pas ça à personne. Bon, fait que c'est très bon point. Il y a différentes... Tu sais, un incendie, tu perds tout. Tu perds, oui, une perte accidentelle de ses biens, comme la perte d'emploi, perte du domicile, perte des souvenirs. C'est un stressor. Écoute... Puis je vais mettre ça encore plus dramatique. Admettons qu'il y a un enfant dans le... Tu sais, qui n'ont pas réussi à sauver ou... Ouais, ben là... Alors, je suis dans le dramatique. On est dans les stressors extrêmes, là, dans les épreuves les plus sévères qu'un être humain puisse vivre. Mais il y a des gens qui sont capables de continuer leur vie quand même. Il y a des gens qui ont vu leur fille se faire assassiner puis qui sont devenus sénateurs. Tu sais, qui sont capables de continuer quand même dans la vie, de ne pas écraser. On va aller au téléphone, on va parler avec Mario de Lévis. Bonjour, Mario. Bonjour. Oui, Mario, on vous écoute. Ça va bien, vous deux? On vous écoute. Ça va bien. OK. Moi, je suis un ancien militaire. Oui. J'ai fait plusieurs missions à l'étranger. Oui. Puis en 2001, j'étais en Afghanistan, c'était ma dernière mission. Puis au retour, j'ai été déclassé syndrome post-traumatique sévère. Oui. En 2005, ils m'ont collé dehors. Oui. Puis, moi, j'aimais l'armée. Attendez un peu, là. Vous avez été collissé dehors, dites-vous. Maintenant, est-ce que vous avez été congédié pour des raisons médicales ou si vous avez été mis dehors de l'armée? Médical, mais mis dehors de l'armée. Oui, médical. Oui, parce que vous aviez une limitation géographique et opérationnelle, n'est-ce pas? G4 au 4? C'est ça. G5 au 5 ou G4 au 4? G4 au 4. Bon, G4 au 4. Alors ça, chers auditeurs, c'est une gradation. Ça veut dire géographique, occupationnel. Vous aviez une limitation, la plus haute est en 5, l'avant-dernière est en 4. Alors, vous aviez des limitations importantes à être déployées dans les Forces armées canadiennes, suite à votre diagnostic médical. Oui. Alors, vous ne pouviez plus opérer, vous ne pouviez plus pratiquer votre profession dans les Forces armées canadiennes. Vous n'avez pas été crissé dehors. Oui, mais moi, j'ai fait une demande pour rester, mettons, 2 ans au moins, pour me rétablir. Non, on peut pas. Sur la base avec quartier pour en administration. Mario, oui, mais ça dépend. Est-ce que vous étiez opérationnel même en administration? Les médecins ont jugé que vous n'étiez pas capable. Non. Bon. Non, c'est vrai. Mais j'ai eu de la misère oui, c'est un choc, là. Oui. Bon. Maintenant, parlons. Vous n'avez pas été crissé dehors. Vous avez été remercié par les Forces armées canadiennes parce que vous ne pouviez plus faire partie des Forces armées canadiennes suite à un diagnostic médical. Alors, sachant ça, comment avez-vous pris ça? Moi, j'ai tombé alcoolique. C'est pas rare, hein, que des hommes qui ont eu un choc post-traumatique prennent de l'alcool. Donc... Avant d'être déployé en Afghanistan, vous preniez quelle quantité d'alcool par semaine?
Environ 2 bouteilles de vin par fin de semaine. Deux Oui, bouteilles Ouais. par fin de semaine. À vous seul ou partagez? Non, partager avec mon épouse. Partagez avec l'épouse, chacun une, ou vous, le 2 tiers? Non, c'est un verre chaque, mettons le samedi ainsi que le dimanche. Ben, un verre chaque, ça donne pas 2 bouteilles de vin, là. Tu prends une bouteille de vin, tu mets ça dans 2 verres. C'est des verres ballons? Ouais, c'est ça. Oui, des Ouais, verres. c'est ça. Oui, C'est des verres. des bocs, là, peut-être? Des Non, bocs non, de bière? des ballons, des verres ballons. Des ballons. Des ballons. Des verres ballons. Alors, vous preniez, avant d'être déployé en Afghanistan, après votre retour en Afghanistan, vous avez augmenté votre quantité d'alcool à combien? Pas mal. Disons que j'ai tombé dans le whisky, Bon. dans la bière, puis j'ai pas touché à la drogue parce que je compte. Alors là, vous étiez toujours dans les forces armées. Oui. Bon. Et j'étais en congé de maladie. En congé de maladie, au lieu de traiter votre maladie, vous avez sombré dans l'alcool. C'est vrai. Vous avez augmenté votre consommation. Vous savez, Mario, j'ai été psychiatre dans l'armée. Vous n'êtes pas chanceux un matin, puis je vous le dis affectueusement, là. Non, ben, il est chanceux. On l'écoute bien, là, puis Oui. il admet ce que vous dites. Ouais, j'ai été 3 ans dans les Forces armées canadiennes à titre de psychiatre, Mario. Et effectivement, c'est moi qui étais des individus comme vous. Je les accueillais. J'essayais de voir si la condition était traitable ou pas. Mhm. Alors, avant même d'être remercié des Forces armées canadiennes, avant même votre congé médical, vous avez sombré dans l'alcool. Puis c'est pas un reproche que je vous fais, là. C'est Non, au pas retour. vrai. Qu'est-ce qui s'est passé en Afghanistan pour que vous augmentiez votre quantité d'alcool à ce point? Avant, c'est que avant l'Afghanistan, j'ai été 2 fois Bosnie, en 93 et en 95. Oui. Puis, j'étais au Timor, puis ensuite dans l'Afghanistan. Mais, eux autres, ils ont dit comme de quoi que ça datait du 93. Mario, je me fous de ce qu'on vous a dit. Ouais, Pour une fois, là, on vous demande votre opinion. oui. Vous, qu'en pensez-vous? Comment se Mon fait-il... opinion? Oui? Que ça fait-il quoi? Bon. Vous, votre opinion. Oubliez ce qu'on vous a dit, là. Vous, votre opinion, comment se fait-il qu'avant d'aller en Afghanistan, vous étiez à 2 bouteilles de vin avec votre conjointe la fin de semaine, et en revenant, vous êtes tombé dans le whisky? C'est simple. Allez-y. Il va tomber des hommes sous balle, explosion, c'est chum. Pas facile, ça, là. On vous le demande. Ah, c'est arrivé en Afghanistan? Oui. Vous étiez sur un poste avancé? Vous n'étiez pas basé Ouais. à Kandahar, vous, là? Non, c'était Kandahar. Oui, Puis, on oui. sortait à faire des missions. C'est ça. Dans des postes avancés. C'est Combien d'amis? Racontez-nous, là. Combien d'explosions avez-vous vues? Parlez-nous de ça. On va prendre OK, j'en ai vu 2. Oui. Par contre, lorsque j'étais sur le camp, j'en ai vu plusieurs rentrer sur des civières, ainsi dans des body bags. Ouais. Ah! Alors que vous étiez à Kandahar même? Au camp principal? Comment ça que vous avez vu ça sur civière et body bag, vous? On avait de la garde sur le camp. OK. En faisant votre garde? Oui. OK. Et dans les civières, body bag, est-ce qu'il y a eu de vos amis? Oui, j'avais des chums. OK. Et racontez-nous, en quel honneur, comment vous vous expliquez à vous que le fait d'avoir vu ça sur civière et body bag, ça vous a affecté à ce point-là? Parlez-nous un peu de votre coco à vous, là. Mon coco à moi, c'est que c'est simple, c'est que quand t'as des chums qui... parce que veut pas, on se confie là-bas, après plusieurs mois. Puis à des types qu'on connaît depuis longtemps. Fait que quand ils les retrouvent, ils sont décédés, ces affaires-là, puis quand on voit qu'ils ont des jambes arrachées, des bras, ou des chevilles, ou du monde aussi, que eux autres, dû au véhicule qui explose, que la puissance de l'explosion, c'est que toute la tête, je sais pas comment dire ça, là, c'est... A éclaté? Peut-être éclaté? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. On se confie des membres arrachés. Comment aurait-on pu mieux vous préparer à ça, si on aurait pu?
Ben, il n'y a pas de corporation, ça. Est-ce que vous aviez l'étoffe de l'emploi? Moi, je pense que oui, parce que j'ai fait 25 ans d'efforts. Pas ça. Oui, allez-y, continuez. Puis, j'aimais mon travail. Mais par contre, tu sais, il y a une fierté là-dedans, là, de se faire juger, ainsi de suite. Fait que... Se faire juger, attendez un peu, se faire juger par qui? Ses confrères. C'est-à-dire, à quoi vous référez? Suite à votre choc post-traumatique? Oui, c'est ça. Puis, pas rien de ça, c'est que quand j'allais voir mon psychiatre, je me mettais un casque de bicycle sur la tête pour aller au 2e étage à la base. Pour être sûr de ne pas vous faire reconnaître. C'est ça. En lien, on va devoir se quitter bientôt, mais j'aimerais savoir, en lien avec notre question d'aujourd'hui, là, ça vous a surpris votre réaction? Est-ce que, tu sais, pour répondre clairement, là, est-ce que vous pensiez au-dessus de ça, plus fort que ça, ou c'est quelque chose que vous comprenez parfaitement, là, ce que vous avez vécu? Là, en ce moment, je comprends. Ça fait pas longtemps. J'ai fait des crises cet été parce que j'ai eu des réparations sur mon terrain. Puis c'était des... je suis pas raciste, mais c'était des Bosniaques qui ont fait mon terrain. Puis j'ai halluciné. C'est simple, j'ai halluciné parce que... Vous n'êtes pas sérieux? Ouais. Quoi? Il y a personne qui a eu la sensibilité de vous accompagner là-dedans, de dire ça va vous rappeler un paquet de mauvais souvenirs. En aviez-vous pas mal d'accumuler des mauvais souvenirs de la Bosnie? Oui. Atrocités, les pires atrocités que vous avez vues en Bosnie, c'était quoi? Ben, j'ai été impliqué dans 2 embuscades. Puis, pendant la 2e embuscade, mon patron s'est sauvé. Oh boy! J'étais pogné avec 2 véhicules, avec 8 hommes par véhicule, ainsi que 2 Croates. Oui. Je transportais les Croates du point A au point B, de Visoko à Xiliac. Oui. Puis que monsieur le colonel, qui avait décidé de faire un party entre les Bosniaques et les musulmans, sans autorisation de l'ONU, pour que lui essaye de faire la paix. Il n'a pas fait la paix par tout, là. Comprenez-vous? Il est arrivé quoi? Oui. Il est arrivé quoi là, dans cet incident-là? Y a-t-il eu des morts? Non, mais par contre, il y a eu 6 heures de deal. Puis, disons que le commandant des musulmans, ceux qu'on t'a pogné en embuscade, il a embarqué dans mon véhicule. J'ai eu un réflexe. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est que je l'ai repoussé. Puis, j'ai demandé à l'officier à l'extérieur de liaison s'il l'avait fouillé. Il a dit non. Ben, il dit, fouille-le. Il l'a fouillé, il y avait un ange, lui. Oui. C'est toutes des patentes de même, tu sais. Puis mon gars dans le véhicule... Autrement dit, vous avez eu peur, vous auriez pu être tué là, tout simplement. Ouais. Ben, c'est ça, ou bien les Croates. Parce que moi, il fallait que j'amène les Croates du point A au point B en sécurité. C'était ma mission. Ouais, c'est... Ouais. Hey Mario, merci beaucoup de nous avoir raconté tout ça. Merci. Ouais. Parfait, au revoir, on doit se quitter. On aurait pu l'entendre des heures et des heures. C'est fascinant. Moi, ce que je retiens là-dedans, encore là, son patron qui s'est sauvé, lui, il a découvert sa faible nature. Hein? Je dis ça de même, là. Ça a dû être assez dur d'avoir le respect des hommes par la suite. On va aller à la pause. Au retour, nous allons parler avec des gens de Trois-Rivières, de Sherbrooke et de Québec. Pour rejoindre le Doc Mayou, doc@cogecomedia.com ou composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault au réseau Cogeco. Je pense qu'on va entendre toutes sortes d'histoires incroyables aujourd'hui. Le sujet nous amène ça de toute façon. OK. C'est-tu moi? J'ai un retour de son. Oui. Ça, c'est coupé. Là, on est correct. Oui, Parfait. on est correct. Ah, je suis trop bouleversée par les histoires que je suis en train de lire, possiblement. Parce qu'aujourd'hui, on vous demande, à travers les épreuves, est-ce que vous êtes découvert une personnalité plus forte que vous le pensiez ou plus faible que vous le pensiez? Puis juste avant d'aller au téléphone, on a une auditrice, elle dit « Je suis une femme de 25 ans qui est femme de ménage à domicile. Il y a 2 ans, je suis allée travailler chez un monsieur de 62 ans. Il vivait avec sa femme et son fils de 18 ans. Comme à tous les vendredis, depuis 2 ans, je commence mon
mon ménage et j'entends son fils crier « Papa, papa ». Je me suis précipitée vers sa chambre et j'ai dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai vu mon client couché nu par terre, inerte au bout de son lit et son fils agenouillé devant son père à crier « Papa ». J'ai totalement figé. Le temps s'est arrêté. J'étais bonne à rien, totalement impuissante. J'ai vu son fils appeler les secours et essayer de pratiquer la méthode de réanimation sans succès. Bref, une crise cardiaque au réveil. Cela devait faire plus d'1 heure qu'il était mort. Je me suis jamais sentie aussi impuissante et cela m'a vraiment ébranlée. Bref, elle dit vraiment déçue de mon comportement. Ouais, soyons prudents pour ne pas verser dans l'autoflagellation ici, là, José. Alors, c'est pas tout le monde qui peut donner un massage cardiaque. Si elle n'a pas eu de cours, écoute, elle n'est pas en mesure. Deuxièmement, il y a beaucoup de personnes, particulièrement des femmes, qui, face à une situation d'urgence, vont figer. Alors, madame, vous n'êtes pas la seule. Vous avez 25 ans. Un peu d'indulgence face à vous-même, s'il vous plaît. On va parler avec Anthony de Sherbrooke. Bonjour, Anthony. Bonjour, ça va bien? Bonjour, On Anthony. s'écoute. Yes, super bon. Fait que moi, je vais vous conter mon histoire. La veille de mon bal des finissants, secondaire 5, je suis en grosse festivité. Je reçois un téléphone sur l'heure du dîner, là où est-ce que tout a changé. Moi, j'apprends le suicide de mon cousin, qui, son père, c'était en salon, c'était en 2010, et en 98, son père aussi s'était suicidé. Oui. C'était mon deuxième membre de la famille. À partir de là, tout a chamboulé. J'étais un jeune gamin. Après ça, durant cette expérience-là, honnêtement, je sais pas comment j'ai fait pour passer au travers. J'avais pas de ressources. Mes amis, ils se sauvaient tous de moi parce que j'en parlais tout le temps puis ils étaient tannés de m'entendre. Ouais. Puis, honnêtement, ça a pris 5 ans et demi avant que je m'en remette comme faut. Avant ça, là, j'étais même pas capable de dire une phrase. Puis, je me mettais à pleurer puis tout ça. Puis aujourd'hui, là, c'est réglé. Là. Ça fait à peu près 2 ans que c'est réglé. Anthony, qu'avez-vous réglé? Honnêtement, là, aujourd'hui encore, je peux même pas vous le dire. Mais je sais que moi, ce que j'ai fait, c'est aller voir une hypnotiseuse. Puis c'est depuis ce temps-là que, dans son histoire, qu'est-ce qu'elle m'a fait, c'est que quand que je pense à mon cousin, justement, parce que j'étais quand même proche de lui, quand je pense à lui, ben j'étais à une telle place, si je vois qu'il y a du positif, c'est que c'est ça qui a fait que ça m'a aidé beaucoup. OK. Alors, positif. Cette hypnotiseuse-là vous amène à voir positivement. Comment se fait-il que ça a pris une hypnotiseuse pour vous faire voir des éléments de vie positifs? Comme honnêtement, je disais, j'avais pas de ressources. Probablement, mes parents même savent à peu près pas ce que j'ai vécu. J'étais des soirées de temps, étant cabané chez nous, puis à pleurer. J'étais sur la route, je pleurais, puis je roulais pas vite, puis j'espérais juste de me faire arrêter par la police. Avez-vous écouté la question que je vous ai posée? OK, répétez-la, s'il vous plaît. En quel honneur que ça a pris une hypnotiseuse pour attirer votre attention sur des éléments positifs de la vie? Très bonne question. Bon, au moins la question est bonne. Je peux même pas y répondre. Pardon? Je peux même pas y répondre. Ah, écoutez, d'abord, une bonne question. La réponse, on verra. Et comme disent certaines personnes, on verra. J'en ai une autre question pour vous, Anthony, parce que vous dites que ça a pris au moins 5 ans. Puis, comment vous expliquez je dirais pas la gravité, mais l'intensité de votre réaction? Tu sais, sur le coup, on peut comprendre après 1 an, 2 ans, mais après 5 ans que ce soit encore aussi fort. Comment vous expliquez ça? Comment je peux expliquer ça? Je pensais être moi-même capable de me résorber de ça. Puis au moindre petite affaire qui m'arrivait dans ces 5 ans et demi-là, je repartais sur une dérape. Puis, tu sais, je prenais pas d'alcool, je prenais pas de drogue, je prenais rien. Là, vraiment, dans la tête, là, j'avais vraiment des problèmes. Puis là, je filais tout croche, puis dépressif. Puis, Anthony, j'attire votre attention sur un de vos propos. Vous avez dit que la veille de votre bal en secondaire 5. Oui. Donc, vous aviez quoi, 17 ans, 18? J'avais 18 ans. Vous aviez 18 ans. Oui. Et vous avez dit, j'étais un jeune gamin. Oui. Ça vous dit pas quelque chose? Ben, jeune gamin en voulant... Pas j'étais quand même
sérieux, là, mais tu sais, j'étais pas dévergondé ou peu importe. Là, juste en voulant dire que j'étais plus jeune. Plus jeune, de combien d'années? Comment? Plus jeune de combien d'années que votre âge chronologique? À 18 ans, on est supposé être un jeune adulte. Est-ce que à ce moment-là, vous conduisiez une auto? Oui. Alors, vous conduisiez une auto? Oui. Et vous avez mentionné que vous étiez un jeune gamin, que vous étiez plus jeune que votre âge chronologique. De combien d'années étiez-vous plus jeune que 18 ans? Bon, là, par exemple, ça, je peux pas vous le dire, là. Mais, tu sais, j'étais comme les jeunes de 18 ans, dans le fond, mais je sais qu'à partir de cette date-là, j'ai vraiment tout changé. J'ai même des chums que je me suis débarrassé parce que j'étais capable de les voir. Puis, oui. À cause de leur jeunesse. Ah oui? Comme quoi? Ouais. Ben, c'est comme des comportements, des petites affaires, je trouvais innocents, mais ça me tapait ses nerfs, puis vraiment, puis il y en a même un que je sais que j'étais capable de replacer, puis à un moment donné, il a fini par me dire que j'avais raison, là. Mais c'est ça, j'ai pas d'exemple en tant que tel, là, mais c'est là. Si vous aviez un fils oui. qui vous parlait, qui parlait à son père, et qui, à 18 ans, se traitait de jeune gamin, est-ce que vous auriez une réaction? Ben, je pense que vous n'avez pas compris le sens de mon jeune gamin. En fait, c'est vraiment juste pour dire que j'étais jeune. C'est pas de connotation X à voulant dire jeune gamin. Est-ce qu'il est possible qu'une partie du problème soit là? C'est que vous ne faisiez pas 18 ans. Vous étiez plusieurs années en retard sur votre âge chronologique. Est-ce que c'est possible, ça, ou ça n'a pas d'allure? Ça peut être très possible. Ça peut être très possible. Si c'est possible, en quel honneur? En quel honneur que vous n'avez pas gravi là, les... J'avais pas réellement connu c'était quoi perdre un membre de ma famille. T'sais, quand mon oncle est décédé en 98, j'avais 6 ans. Donc, ça a pris plusieurs années avant que je me fasse dire qu'il s'était suicidé aussi. Là. Puis Anthony, pourquoi votre entourage proche n'était pas au courant de votre détresse? Savez-vous, c'est comme je disais tantôt, c'est la peur de faire fuir, puis... Anthony? Oui. Beaucoup de bonnes questions. Bonne chance pour les réponses. Tranquillement. OK? D'abord, se poser des bonnes questions ou voir certaines réalités comme elles ont été. Oui. Il y a eu des problèmes avant le suicide, OK? Oui. Bye. Merci beaucoup, Anthony, de nous avoir parlé. Des bonnes questions. C'est drôle, il y a des jeunes hommes, jeunes femmes qui sont laissés seuls par leur famille avec leur détresse. Des détresses importantes sur plusieurs années. Boy, ça il y a de quoi se poser des questions. Il y a de quoi se poser des questions. On va aller à la pause et au retour, on revient avec nos auditeurs. Pour rejoindre le Doc Mayou, doc@cogecomedia.com ou composez le 670-9330 Et José Arsenault. avec le Doc et José Arsenault au réseau Cogeco. On va aller au téléphone tout de suite avec Jacques de Québec, notre sujet aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà vécu des épreuves qui ont fait en sorte que ça vous a donné la chance de vous découvrir? Plus fort que vous pensiez, plus faible que vous pensiez. C'est très. Merci beaucoup tout le monde de votre participation aujourd'hui, nombreuse, que ce soit via le 25226, par texto, par courriel ou encore par téléphone. On l'apprécie beaucoup de votre confiance. Jacques, bonjour, bienvenue dans l'émission. Bonjour vous deux. Oui, bonjour Jacques. Bon. Deux choses. L'une, j'ai trouvé 2 morts et puis j'ai essayé de les sauver les 2 puis j'ai pas été capable. Dans quel contexte? Bon. Le premier, c'est un accident de voiture et puis j'ai arrêté. Et puis je suis allé voir le gars du camion. Non, pas le gars du camion. Le gars du char, il était déjà mort. Puis je suis allé voir le gars du camion puis le feu est pris dans le truck puis j'ai pas été capable de le sortir. Ça m'a affecté. Mon Dieu, je fais encore des cauchemars là-dessus. Ça fait combien d'années que c'est arrivé, Jacques? Ah, ça, c'est en 1900... Ah, ça fait longtemps. C'est en 1982. Ça fait un petit bout, là. Puis mon deuxième, c'est là, à peu près, c'est en 2013.
moi, j'étais concierge dans mon bloc. Ça fait 20 ans que je reste. Et puis, là, je vois, je sors mettre mes vidanges dehors. Le truck du propriétaire, il est là avec son chien qui garde le parking, comme d'habitude. Et puis, j'ai dit, bon, ben, d'habitude, il vient me voir. Ça. Bon, il est rendu 10h30, 11h moins, 11h. J'ai dit, voyons, il est où? Il est en dessous d'un robinet en train de réparer des affaires. Je monte dans les marches en haut, j'étais assis là. J'ai essayé tout le RCA, puis bouche à bouche. Il était bleu. Il est revenu blanc à cause de ma chaleur de ma bouche. Et puis, j'ai pas été capable. Puis là, la police, elle m'a donné sa paire de lunettes, il l'a retenait à sa femme. Puis, ça m'a beaucoup affecté. Fait que depuis ce temps-là, je suis très, comment je peux dire ça, là? Vigilant, tout ce qui arrive, partout. C'est ça. Puis j'en fais encore des rêves, des cauchemars. Mm-hmm. Quel âge avez-vous, Jacques? Oui. Pardon? Pardon? Vous êtes rendu à quel âge, là? Là, j'ai 57. 57 ans. Qu'est-ce que vous êtes concierge de d'où? Oui, moi, je suis concierge de 2 blocs. OK. Votre vie personnelle, ça dit quoi, Jacques? Ma vie personnelle à moi? Oui. J'ai tombé un peu dans l'alcool. Un peu? Un peu la bière, là. Moi, je bois pas de fort. Ouais. Combien de bières par semaine? Une 12 ou une 24? C'est la fin de semaine, là, ça va être une 24. Une 24 par fin de semaine? Ouais. Ah non, moi, c'est 3-4 billets par jour, puis la fin de semaine, ben là, je me défaut. Bon. Est-ce que ça arrive des fois qu'une 24 s'est passée pour une semaine? Ben oui, c'est sûr. Il faut aller chercher une 12 en plus? Ouais. OK. Depuis quand? Depuis combien d'années à peu près? Ça a commencé quand le propriétaire, là, en 2013. En 2013. Ah, OK. Avant ça, vous en... Avant ça, c'était normal. 3-4 billets la fin de semaine, ça pas la même. Là, ce qui m'a affecté beaucoup, c'est le propriétaire, quand je l'ai trouvé. Ça, tu sais, un coup de batte de baseball, oui, puis vous pensez que c'est ça qui a fait... Pourquoi je vous pose des questions sur la boisson? Genre, vous appelez pour vous confier sur des événements marquants qui vous ont marqué, et je vous pose des questions sur la boisson. Pourquoi vous pensez que je vous pose des questions sur la boisson? J'en ai aucune idée. Vous n'êtes pas aperçu qu'en prenant un coup, on devenait plus émotif, plus vulnérable? Probablement, c'est probablement sûr. Là. Plus déprimé, plus chialeux, plus enclin à pleurer? C'est fort possible. Bon, alors, si c'est fort possible, qu'est-ce que vous avez fait pour remédier à ça? Rien. Ça se pourrait-tu que la boisson, à quantité que vous prenez, là, ça vous mène pas dans une bonne direction? Ça s'en va tout croche, je pense bien. Ça s'en va tout croche, pas mal fort, hein? Oui, je pense que oui. Ouais. Puis la boisson, ça fait faire des cauchemars aussi. Saviez-vous ça? Ben, je dors à peu près 2 heures par nuit. Ouais, et c'est pas parce que vous avez ramassé là, une couple d'individus que vous dormez 2 heures par nuit, c'est à cause de l'alcool. L'alcool, on s'endort, mais on se réveille vite. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Ouais. Mais pour terminer, Jacques, sachant ça, là, ce que Doc vient de vous dire, l'alcool demeure quand même votre meilleur ami, ou bien sachant ça, ça vous donne l'idée peut-être de réduire votre consommation? Ça me... Comment je peux dire ça? Donc, ça me fait évader, ça me fait... j'ai moins de soucis. Okay, Jacques, mais maintenant, là, à partir de 10h22 en ce mercredi, là, vous réalisez que les 2 cadavres que vous avez découverts, c'est peut-être pas tant ça qui vous crée des ennuis, c'est plus la boisson. Sachant ça, avez-vous envie de réduire votre consommation ou au contraire, non, vous continuez là-dedans malgré tout? Ben, moi, j'aimerais ça réduire ça, mais les 2 personnes que j'ai trouvées, ça m'a comme viré tout à l'envers. Jacques, en avez-vous pris ce matin de la boisson?
Oui, je suis rendu à ma 3e. Vous êtes, ça paraît. Ah oui. Alors, l'alcool, chers auditeurs, altère le jugement, comme vous pouvez l'entendre. Non seulement ça donne une voix ébrieuse, mais ça prive Jacques de son jugement. Alors, inutile de continuer davantage. Et je ne vous suggère pas de réduire votre consommation d'alcool, mais bien d'arrêter. Ça commence à être grand temps parce que ça va pas bien, votre affaire. OK? Merci, Jacques, et bonne Et chance. laissez les cadavres tranquilles et éliminez les petites bières. Depuis 1982, son premier cadavre, 1996, son deuxième, encore aussi ému, touché par cette histoire-là. C'est ça que vous allumez une petite sonnette? Je le sais pas. Intuition? Expérience? Oui. Non, la voix, puis écoute, et c'est ceux que les alcooliques deviennent des méchants pâteux de brou. C'est pour ça qu'en ondes, là, lui, je l'ai écouté, là, mais avisez-vous pas trop d'appeler quand vous avez pris 3 bières parce que vous risquez de vous faire tourner comme une crêpe. Moi, ce qui m'interpelle tout le temps, puis là, c'est dans ce domaine-là, ce cas-ci, mais ça peut être dans plein d'autres, là. Tu le sais que si tu arrêtes de boire, ta vie va reprendre un sens. Tu le sais que si tu t'alimentes mieux, tu fais de l'exercice, tu vas être plus en forme. Mais pourquoi que les gens aiment mieux garder les béquilles, garder les médicaments, garder la boisson, garder... Hein, c'est... Il a 57 ans et son espérance de vie, au rythme où il va, là, je peux te dire qu'elle est sérieusement atteinte. On va parler avec Karine de Trois-Rivières maintenant. Bonjour, Karine. Bonjour à vous deux. Je suis un peu nerveuse, donc je me lance. Lancez-vous, Karine. Je me lâche. Oui. Moi, une épreuve que j'ai vécue dans ma vie spécialement qui m'a pas donné, mais au contraire, qui m'a propulsée. Je m'explique. Il y a une dizaine d'années environ, je vais d'abord vous mettre en contexte. Dans la famille où j'étais, je me suis toujours fait dire que j'étais moins que rien, que j'allais aller nulle part dans la vie, que je leur faisais honte, etc. Donc, il y a une dizaine d'années, je suis en train de souper avec cette famille-là, incluant la mère, une tante, la grand-mère et le conjoint de la mère. Et à un moment donné, durant le souper, je constate que le conjoint de la mère semble avoir des signes d'AVC. À cette époque-là, la pub des symptômes joue en boucle. Donc, je constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tout de suite, les autres membres de la famille se mettent à paniquer. En gros, va te coucher, Non, et soudainement, il tombe à terre. Oui. Wow! Soudainement, l'incapable qui disait que j'étais a pris les commandes. Je suis devenue leader automatiquement. Me couche à terre, prends son pouls, deviens leader. OK, toi, tu téléphones au 911, toi, tu trouves ses cartes d'hôpital, on voit une hystérique, faut la tasser de là. Oui, toi, va dehors attendre l'ambulance. Et à force de faire des manœuvres de réanimation, je l'ai sauvé. Si vous savez à quel point que c'est salutaire, là, à quel point que c'est... Réparateur, le mot c'est réparateur. Oui, réparateur, exactement. Ouais. Je n'étais pas cette incapable-là que je me suis fait dire toute ma vie que j'étais. Et qui vous dénigrait tant, soit dit en passant? Ah, la mère, la... Non, pas votre génitrice. Oui. Non, c'est impossible. Non, il n'y a pas de mère assez méchante pour dénigrer la fille qu'elle a accouchée. Non, on ne vous croit pas, Karine. Ben moi, je vous dis que oui. Oui. Est-ce que depuis ce moment-là, ça a changé justement votre relation avec la mère, la grand-mère? La mère, la grand-mère, en tout cas, bref, tous ce beau monde sont décédés maintenant. Ah ouais? Bon, comme... Là, vous allez me dire, qu'est-ce que ça me fait, j'imagine? Non, allez-y, parlez, on vous écoute. Donc, et là, évidemment, bon, j'ai perdu tout ce monde-là dans la vingtaine. Et évidemment, quand je raconte ça à des amis, toute la question, tu dois être triste, c'est épouvantable. Non, pas vraiment. Vos amis, c'est des hommes ou des femmes? Mes amis, les deux, hommes-femmes, les deux. Les deux? Puis il y a des hommes qui vous ont dit que vous deviez être triste d'avoir tout perdu ça, là, dans la vingtaine. Oui. Il n'y a pas dû en avoir gros. Allez-y. Attends, pourquoi des hommes seraient insensibles? Non. Ça, c'est des discours de femmes au Québec. Non, la plupart des hommes ne se mêlent pas de ça. Encore plus intense.
fin de soirée, on joue à un jeu, bref, chacun se pose des questions existentielles. Quelqu'un me pose la question, si je t'avais à ramener quelqu'un de l'au-delà, question niaiseuse, là, qui est-ce que ça serait? Automatiquement, je réponds, mon chien. Mon chien était décédé pas longtemps avant. Oui. Réaction de stupeur, mais tu ramènerais pas ta mère? Réaction de stupeur de la part de qui? De la part, évidemment, des amis. Oui, quel genre, quel sexe? Féminine. Bon, on y arrive finalement. Ça nous a pris du temps, mais on y arrive. Alors, stupeur féminine. Je connais un peu l'être humain, Karine. Oui, mais il n'y a rien de mal à ça, Doc. Là. C'est pas de dire, voyons, ta mère est moins importante à tes yeux que ton chien. C'est un commentaire qui se passe. C'est que ça interpelle les femmes. Karine, vous avez interpellé les femmes sur place en disant, en affirmant que votre chien était plus importante que votre mère. Votre mère est une femme, vos amis sont des femmes. Donc, il y a un lien. Comprenez-vous? Et certaines de ces femmes-là vont être mères. Elles ne veulent pas que leur fille, après leur mort, considère plus importante leur pitou que la génitrice. S'ils sont des bonnes mères, ça n'arrivera pas? On va se laisser sur ce très bon commentaire. Merci, Karine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Karine. On va aller à la pause là-dessus. On a assez dit, ça t'appelle là? Non, on a tout compris. Il est déjà 10h30, Doc. Alors, on va à la pause et au retour, on va parler avec Charles de Saint-Sauveur. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. Quelle épreuve avez-vous réussi à surmonter ou à échouer? Rejoindre le Doc Mayou, doc@cogecomedia.com ou composer le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Il y a des gens là, qui ont c'est-tu du karma ou je sais pas, on dirait que ça les lâche pas. Là. On a une auditrice, elle dit, personnellement, j'ai vécu plusieurs drames dans ma vie et j'en suis sortie plus forte. Il y a eu quelques moments de découragement et beaucoup de larmes, mais je suis toujours restée forte et j'en suis fière. À l'âge de 5 ans, j'ai vu mon grand-père mourir sous mes yeux d'une crise du cœur. Mon frère et mon père ont eu un cancer en 2010. Mon frère s'est fait amputer d'une jambe après plusieurs traitements de chimio infructueux. Il est décédé en 2012. Ma mère a eu un cancer du sein en 2013 ainsi qu'un séjour aux soins intensifs. Mon père a subi un triple pontage. Également, j'ai perdu un bébé en 2009. Je suis également atteinte de fibromyalgie qui est très invalidante. Malgré tout, je suis toujours debout et très heureuse. Oui. Maintenant, très heureuse, qu'est-ce qui la rend heureuse? Ce serait bon qu'elle nous écrive un petit mot. Très heureuse, mais rendue heureuse, qu'est-ce qui la rend heureuse? 3-4 affaires, principalement. Oui. Vous pouvez nous réécrire. Oui, réécrire. On pourra faire le suivi avec. C'est important, ça, là. Oui. Qu'est-ce qui vous rend heureuse présentement ou dernièrement? Oui. On va parler avec Charles qui nous appelle de Saint-Sauveur. Bonjour, Charles. Oui, bonjour. Bonjour, Charles. Oui, donc moi, l'épreuve qui m'a marqué et qui m'a fait voir un côté plus faible de ma personnalité, c'est le décès de ma grand-mère. Oui. Ma grand-mère, lorsqu'elle est morte, c'était pas vraiment... Elle était même pas proche de nous, parce que pour vous donner un peu de background, nous, on vit ici au Québec, mais le reste de ma famille est en France. Donc, je l'ai pas vue souvent, mais à chaque fois que j'ai vu, j'ai juste des beaux moments avec elle. C'était tellement une femme magnifique, de l'intérieur comme de l'extérieur. Et, enfin bref, je sais pas pourquoi, mais j'adorais cette femme-là. Et lorsqu'elle est morte, ça m'a affecté. Puis un moment que je me souviendrai toujours, c'est parce qu'elle n'a pas été exposée à la chapelle ardente, mais une fois qu'il prépare le corps et tout ça, on est allé la voir avec mon grand-père, mon père et mon frère. Et je me rappelle avoir embrassé son front, c'était tellement froid, mais enfin bref. Et puis, mon grand-père voulait reprendre l'alliance qu'il y avait sur le doigt de ma grand-mère, mais à cause d'une certaine réaction chimique après le décès, ses doigts étaient rendus boursouflés et trop gros. Et cette image-là me reste dans la tête de mon grand-père qui essaie de prendre la bague, mais qui peut pas parce que le doigt... Enfin bref. Ça m'a vraiment affecté, puis après ça, je sais pas pourquoi, mais j'ai comme... En tout cas, c'est l'impression que j'ai perdu toute sympathie humaine ou quoi que ce soit, et j'avais juste plus aucune... Non, pas d'émotion. J'avais encore des émotions, mais j'avais pas l'impression d'en avoir. Je me rappelle quelques temps après ça, en janvier, il y a eu l'accident à Paris, le Bataclan, puis je me rappelle que j'étais seulement en train de rire. Que j'étais en train de rire, que ça me faisait rien du tout. Que j'avais juste assez de rire. On pouvait me parler de la mort, de quoi que ce soit, j'en avais rien à faire. Puis honnêtement, ça m'a fait découvrir un côté tellement dégoûtant, horrible de moi que maintenant ça va beaucoup mieux, mais
j'étais juste... Je me dégoûtais moi-même de ce temps-là. C'était vraiment dégoûtant. Bon, Charles, vous avez quel âge? J'ai 20 ans. Vous avez 20 ans. Est-ce qu'il est possible que le décès de votre grand-mère et le fait que le lien que vous vous êtes créé, le lien imaginaire que vous êtes créé avec cette femme-là, que vous avez très peu côtoyé, est-ce qu'il est possible que ce soit une espèce de déplacement d'un problème qui pourrait faire mal? Je suis pas sûr de comprendre. Est-ce qu'il est possible que votre grand-mère soit un prétexte cachant quelque chose qui pourrait être souffrant? Oui. Oui, parce qu'en même temps, dans ce temps-là, j'étais pas encore stable avec ma sexualité. Je refoulais beaucoup. Pardon? J'étais pas encore stable avec ma sexualité. Je refoulais beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis homosexuel. Mais j'aimerais ça repréciser, Doc, si vous me permettez, là. Qu'est-ce qui fait que vous avez idéalisé la relation avec votre grand-mère? Je sais pas, là. Je sais pas comment idéaliser. Je sais juste qu'à chaque fois que je la voyais, j'avais des bons moments avec elle. Ouais. Parce que c'était tellement rare, mais que c'était une bonne personne. Il y a des personnes comme ça qui sont juste foncièrement bonnes. Vous avez déplacé sur elle un ensemble de qualités que peut-être qu'elle avait, peut-être qu'elle n'avait pas, peu importe, mais vous l'avez déplacée sur elle, vous la connaissiez très peu. Oui. Hein? Mais ce que vous venez de mentionner, que vous n'étiez pas stable dans votre sexualité. De quel âge à quel âge vous avez été instable dans votre sexualité? Je ne sais même pas si c'était de l'instabilité, parce que toute ma famille était au courant. Il y avait juste apparemment moi qui ne voulais pas l'accepter. Bon, entre quel âge et quel âge? J'ai fait mon coming out à secondaire 5. Oui. Pour le public, mais comme je vous dis, pour ma famille, j'ai jamais vraiment eu à le faire. Pour vous, Charles, dans votre vous, là, oui. pendant combien d'années avez-vous été instable quant à la considération de votre orientation homosexuelle? À partir de quel âge? Si je voulais l'accepter ou si je voulais l'accepter en public? Parce que personnellement, j'ai toujours accepté. En public, j'avais peur. OK. Et vous aviez peur de quoi? J'avais peur de la réaction. De qui? De mon entourage. Pas de mon entourage proche, mais de mes amis, tout ça. J'étais au secondaire. Charles, de qui? Dans les proches. Dans les proches. Vous venez de l'échapper. Ma mère. Racontez. Ma mère, elle l'a toujours su, sauf qu'elle l'a jamais vraiment accepté. Elle m'a pas traité injustement comparé à mes frères et sœurs, mais c'est une personne qui a la langue assez fourchue, donc qu'il y avait des couples homosexuels qui passaient à la télé, elle allait toujours passer des commentaires même en ma présence. Elle n'attaquait jamais personne. Attendez un peu, allez pas trop vite, c'est important, là, Charles, on est dedans. Alors, quel genre de commentaires sa langue fourchue prononçait lorsqu'elle voyait des couples homosexuels à la télé? Je me rappelle qu'aux Jeux olympiques, il y a 2 athlètes qui se sont embrassés, je crois, et qu'elle a quand même passé un wash ou un acte dégueu. Puis j'étais à la même table. OK. Dégueu. D'autres commentaires, d'autres attitudes? À chaque fois qu'on parlait de sexualité, c'était ça là, qui sortait des wash ou je savais pas qu'il était homo ou quelque chose du genre. Est-ce qu'elle avait est-ce qu'elle différenciait des femmes homosexuelles versus des hommes homosexuels? Je sais pas, je pense pas, j'ai pas de différence. Lorsqu'elle référait, elle, mettons, si elle voyait 2 femmes s'embrasser à la télé, par exemple, à un moment donné, c'est Madonna qui avait embrassé Britney Spears. Britney Spears. Est-ce qu'elle avait est-ce que c'était en elle de réagir à 2 femmes qui s'embrassent? Je le pense pas, non. Elle réagissait autant à l'un qu'à l'autre. OK. Alors, l'homosexualité la dérangeait. Comment vous expliquez ça? Ouais. Je pense pas qu'elle ait une relation sexuelle avec mon père depuis des décennies, si c'est possible. Ah, vous soupçonnez qu'elle n'était pas active avec votre géniteur depuis des décennies, dites-vous? Ah, c'est même pas un soupçon. Ah, c'est même pas un soupçon? C'est une certitude? Non. Comment vous savez ça, On vous? vous entend plus, Charles. Rapprochez-vous du téléphone, s'il vous plaît. Ah, désolé. Parce que la
la première interaction que j'ai eue avec la pornographie homosexuelle, c'est parce que j'ai vu mon père en regarder. Ah, pardon, vous avez vu votre père? Charles, voulez-vous prendre le téléphone, s'il vous plaît? Parce qu'on vous parle, là. Oui. Et la première... votre père, Oui, qu'est-ce que vous venez de dire concernant votre père? Vous avez surpris votre père? En train de regarder de la porno homosexuelle. Masculine? Oui. Oh! Oh! Et ça vient faire quoi dans le décor? Je sais pas. Ben voyons. Est-ce que vous savez si votre mère était hétéro ou homo? Je sais pas non plus. Vous savez pas. Mais vous soupçonnez que votre père était homo? Ou peut-être oui, je sais pas, mais... Ouais. Ou peut-être, ouais, c'est ça que... Écoutez, un homme... écoutez, Charles, ouais, vous avez 20 ans. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Écoutez, Ouais. un homme qui regarde dans la pornographie homosexuelle masculine, hein, comme Guy Turcotte faisait lorsqu'il était surpris par sa conjointe. Ah, OK. Est-ce qu'on peut soupçonner raisonnablement qu'il y a une forte tendance du côté homosexuel masculin? Oui. Bon. Et votre mère a vécu avec pendant combien d'années? Je pense que ça dans la trentaine, quarantaine. 30-40 ans. Elle a mangé ses bas plus souvent qu'à son tour, on peut dire ça? Oui, j'ai compris, oui. Elle était frue, la madame, n'est-ce pas? Oui, sûrement. D'accord. Et vous étiez, même si vous étiez homosexuel, vous étiez un homme. Oui. Elle s'est défoulée sur vous parce qu'elle avait ses raisons de continuer sa relation avec son conjoint homosexuel, n'est-ce pas? Oui. Tout s'explique, mon cher Charles. On doit Merci se quitter beaucoup là-dessus. d'avoir participé. Merci beaucoup. Merci. Merci. Fait que Charles a déplacé ça sur sa grand-mère, puis là, sa mère a déplacé ça sur lui. Moi, j'aurais aimé ça, par contre, comprendre pourquoi il en est devenu à être totalement désensibilisé, tu sais, par rapport au Bataclan, par rapport à ce qui riait devant... Le phénomène de déni, il y a toutes sortes. Non, c'est pour pouvoir... C'est la réaction. C'est de pouvoir mieux se traiter de dégoûtant. Alors, il a incorporé une partie méchante de sa mère en lui, probablement. Juste avant d'aller à la pause, on a des nouvelles. Vous aviez demandé à notre auditrice de dire qu'est-ce qui la rendait heureuse malgré le fait qu'elle avait vécu beaucoup d'épreuves. Oui. Elle nous a répondu. Elle dit, ce qui me rend heureuse maintenant, c'est d'avoir 2 belles filles en santé, un conjoint hyper présent, une famille unie et forte, d'être capable de pouvoir me réaliser au travail. Il ne faut pas lâcher, s'accrocher à tous les petits bonheurs de la vie. Petit bonheur? Mais ça commence à être deux belles des filles. beaux bonheurs. Un conjoint présent, une belle job, puis 2 belles filles. C'est pas tout le monde que ça, là. Disons que la table est Bien garnie. bien garnie. On va aller à la pause. Au retour, on parle avec Pascal et Stéphane. Rejoindre le Doc Mayou, doc@cogecomedia.com ou composer le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Et Colin. Sur l'appel précédent, Oui. le même mot est revenu. Alors, à la fin, elle nous disait que sa mère avait une expression de dégoût. Il a utilisé le mot dégueu. Après le Bataclan, il s'est senti dégoûtant. Oui. Dégueu, dégoûtant, Oui. Oui. c'est pas le hasard. Tu comprends? Oui. Alors, l'attitude de dégoût de sa mère a été incorporée à son insu dans son cerveau et il provoque inconsciemment des situations où il peut exprimer ce dégoût-là et le retourner contre lui. Ça met en relief, encore une fois, la puissance des mots. Là. Tu sais, la façon dont on parle à nos enfants, ça peut rester ancré. Les attitudes, ben oui, lorsqu'elles sont répétées. Ouais. Elle fait ça plusieurs fois. Oui, exactement. Ça devait pas être innocent. Là. Non. Une mère, en tout cas, c'est un jugement encore, là, ou un préjugé, mais moi, je pense qu'une mère peut facilement sentir si son jeune va être homosexuel ou hétérosexuel. Là. Quelquefois, c'est... En tout cas. D'après Charles, elle le savait, mais elle ne l'acceptait pas C'est parce ça. qu'elle associait Charles à son géniteur, Exactement. qui, lui, visionnait de la pornographie homosexuelle masculine. On parle d'épreuves aujourd'hui. Est-ce Oui. que les épreuves vous ont fait découvrir quelqu'un de fort en vous ou de plus faible? Je n'ai pas la réponse à cette question-là, mais j'ai une histoire via le 25226. Oui.
La dame dit le suicide de mon mari presque devant mes yeux, une balle dans la tête dans notre chambre et les policiers me disaient de rester près de lui car il respirait encore en attendant les ambulanciers. Ouch. Oui. On va parler avec Pascal de Princeville. Bonjour Pascal. Bonjour. Bonjour Pascal. Bonjour, Monsieur Mailloux. Oui. Docteur Mailloux. On vous Ça écoute. me fait plaisir de vous parler. Moi, c'est une épreuve. En même temps, je pense que c'est la plus grande réalisation de ma vie. J'ai accompagné mon beau-fils dans la mort. Il avait 22 ans. Il avait un cancer du cerveau depuis 5 ans. Nous étions extrêmement proches. Il a vécu 1 an avec moi parce que son père travaillait à Québec. Et il s'en est pas sorti. Et puis, il voulait pas aller dans un centre pour mourir. Alors, on a décidé, mon mari et moi, de le garder à la maison. Oui. Alors, nous avons été, mon mari et moi, ceux qui en avons pris soin jusqu'à la dernière minute. Mhm. Et bon, c'est sûr que ça a été extrêmement difficile. En même temps, on se pose pas de questions. Mais moi, je suis restée complètement avec le son de ce qui s'est passé la veille de sa mort. C'était une respiration extrêmement bruyante. On aurait dit qu'il courait après son souffle. Ça a duré de 8 heures le soir jusqu'à sa mort, en fait. Puis à 3h30 du matin, c'est mon père qui prenait la relève parce que mon mari était épuisé. Et j'entends encore cette espèce de respiration-là que je pouvais pas. J'étais incapable d'arrêter ça. Je mettais des serviettes sur la tête. On a appelé au CLSC. Il n'y avait rien pour arrêter ça. Je me suis sentie tellement impuissante. Tellement impuissante. C'est arrivé il y a combien de temps, Pascal? 3 ans. Il y a 3 ans. Là, vous en parlez avec beaucoup d'émotion. Est-ce que ça vous arrive souvent de pleurer en y pensant? La première année, c'est quelque chose c'est la pire affaire de ma vie. Oui, ça m'arrive souvent de pleurer. En même temps, j'essaie de me tasser de ça, de me dire, j'ai fait ce que je devais faire. Je lui ai promis qu'il n'irait pas à l'hôpital. Il n'est pas allé. Je me suis couchée à côté de lui dans son lit d'hôpital. J'étais la seule qui peut rentrer là. J'ai parlé. Il voulait des choses. Tout de suite, il y avait ce qu'il voulait. Je me dis qu'à quelque part, s'il y a une belle mort, ça a bien été. Mais... Oui, attendez un peu, vous là. Vous avez commencé par nous dire... Vous avez quel âge, Pascal? 53 ans. Vous avez 53 ans. Et vous avez commencé par nous dire que cette épreuve-là a été une réalisation pour vous? Je crois que de garder quelqu'un à la maison comme ça, il était avec son père, il était avec moi. Non, Pascal, vous avez dit que ça avait été une réalisation. Oui, je suis très fière. Je suis très fière de ce que j'ai fait. Okay. Pour lui, je suis très fière. J'ai fait ça dans l'amour. Là. Non, mais pour vous. Vous dites que c'était une réalisation personnelle. En quoi ça vous a aidé à grandir, à vous réaliser, à vous épanouir? Je pense qu'on comprend qu'on est chanceux d'être en vie. Alors, parlez, dites je, pas on, là. Alors, vous, ça vous a permis de réaliser que vous étiez chanceuse d'être en vie? Tout à fait. Ah, ouais. Tout à fait. Et vous avez mentionné que vous vous êtes allongé, vous vous êtes couché dans le lit d'hôpital qui était à la maison, là. Il y avait un lit d'hôpital, vous êtes couché aux côtés de lui. Il y avait un lit d'hôpital à la maison. Oui. Je lui demandais, veux-tu que je me couche à côté de toi? On était extrêmement proches, là. Avez-vous d'autres enfants? Avez-vous eu des enfants ou c'est... J'ai fait 3 fausses couches. J'ai pas d'enfants. Et qu'est-ce que ça a été pour vous de faire 3 fausses couches? Très dur. Racontez.
Oh, j'avais un conjoint qui me disait qu'à l'époque, j'étais bonne jusqu'à 40 ans. Donc, ça a été des grossesses inattendues sur le tard. Pascal, je vous ai pas demandé qu'est-ce que le conjoint de l'époque vous disait. Vous, 3 fausses couches. Oh, ça a été terrible. Bon, parlez-nous de ça. Même, je suis enseignante. Oui. J'aime les enfants. Oui. J'ai toujours pensé que j'en aurais. C'est l'échec total. C'est un échec pour moi. Je ne saurais jamais à qui il aurait ressemblé, qu'est-ce qu'il aurait fait, c'est la même chose que je reporte sur lui. Son père me dit la même chose. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Qui aurait aimé? Comment il se serait réalisé? Qu'est-ce qu'il aurait l'air? Oui, mais laissez faire les autres, le père puis le conjoint. Parlez-nous de vous. Alors, c'est la même chose. Vous dites que ça a été un échec total. Vous vivez ça comme un échec? Mais il faut aussi... Oui. Ah oui, tout à fait. Et dans quel état ça vous laissait? Ça vous a laissé avant l'épreuve là, de le décès du beau-fils, là, il y a 3 ans. Dans quel état intérieur étiez-vous? Bon, j'étais... essayez de pas trop penser à ça. Parce que ça fait trop mal, parce que je suis pas la seule, parce qu'il y a pire que ça, parce que... Laissez faire les autres. Vous avez tendance à être très inclusive de l'entourage et des autres. Est-ce que c'est possible? Oui. C'est difficile de penser à vous, hein? Ben oui. Oui, je suis allée consulter, puis tout ce que j'entendais, il me faisait beaucoup parler. Oui. On me parlait très peu. Oui. Et oui, puis je pense que j'ai besoin qu'on me parle, puis qu'on me dise, ben là, regarde, fais ça, ou ça serait peut-être intéressant. Pascal, vous en avez trop eu de ça. Et si vous commenciez à vous intéresser à vous-même et vous préoccuper de vos intérêts à vous, qu'est-ce qui vous fait plaisir? Ce serait peut-être pas un mauvais départ, n'est-ce pas, Pascal? À 53 ans? Oui. On doit se quitter là-dessus. L'émission est maintenant terminée. Merci beaucoup, Pascal. Bye. On pourrait continuer encore longtemps, je pense, cette émission-ci ce matin. Très représentative, Pascal, d'un gros pourcentage de femmes de 50 ans. Merci tout le monde de votre ans. participation. Merci Doc, merci Alex et Olivier également, notre équipe. Ça va trop vite. On se donne rendez-vous demain pour une autre émission, le Doc Mailloux et José. Bonne journée.